Bonjour Maria Madjidi. Bonjour. Et bienvenue, ravi de vous recevoir dans Drôle d'endroit pour une rencontre aux côtés d'Alama Bankou, Goncourt du premier roman pour Marx et la poupée. Pas mal comme reconnaissance. Oui, c'est plutôt une très belle reconnaissance. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Marx et la poupée, c'est un livre qui a fait irruption sur la scène littéraire de manière assez forte parce qu'il est déroutant de premier abord. Parce que c'est à la fois un roman, un essai, un texte autobiographique, il y a des passages poétiques, il y en a d'autres qui sont dialogués. Mais avant tout, c'était une manière de vous raconter. De me raconter, oui, de raconter mon histoire, de raconter l'histoire de mes parents, et puis à travers eux, l'histoire de tous les militants opposants au régime de Khomeini dans les années 80. Vos parents sont extrêmement engagés, ils sont communistes, ils participent au mouvement, il y a même des réunions chez vous. Et vous êtes encore dans le ventre de votre mère. Et que se passe-t-il? Alors, ma mère est donc enceinte de 7 mois. Je suis donc dans son ventre et Khomeini est arrivé au pouvoir. Il est arrivé en février 79. Et là, elle décide d'aller à l'université de Téhéran pour manifester, enceinte de 7 mois, ce qui est quand même une idée assez dingue. Oui, quand on pense à l'agitation du Téhéran de l'époque... Bien sûr, elle ne se doutait pas qu'elle allait découvrir un vrai champ de bataille dans cette université de Téhéran où donc, la milice frappe le crâne des étudiants avec des bâtons plantés de clous, viole les femmes. Enfin, c'est vraiment un spectacle terrifiant. Et elle doit échapper à la mort qui rôde autour d'elle. Et elle saute du 2e étage... d'une fenêtre qui est ouverte. Heureusement que, bon, voilà, elle s'en sort, et puis le bébé aussi, parce que je ne serai pas là aujourd'hui pour vous parler du roman. Et puis, il y a évidemment le moment de l'exil, du départ, l'exil politique, la France et Paris. Vous êtes encore toute gamine, vous avez 6 ans. Tout à coup, vous n'arrivez plus à parler. Non, la petite fille plonge et sombre dans un mutisme. Ouais. Alama Bankou, écoutez ça, c'est intéressant parce qu'il y a la lutte des langues. Je triomphe, je suis la langue des Lumières et de Molière, je suis la langue de tes premières années. Ne l'écoute pas, cette langue est celle du passé qui n'est plus. Souviens-toi de ton terreau, apprends-moi et oublie le reste. Ces conflits avec la langue française... Entre le français et le persan. Entre le français et le persan, qui est la langue maternelle, celle de l'enfance, c'est très intéressant. Et vous ne l'avez pas vécu, ce conflit-là? On l'a vécu autrement parce que la langue française, pour nous, était une langue dans la rue, comme les autres langues congolaises. On parlait tous les jours. En Iran, ce n'était pas la langue de la rue. Pas du tout. Nous, quand on naissait, à 13 ans, on croyait que la langue française était une langue africaine. Donc, on l'embrassait telle qu'elle venait. Et puis, à 6 ans, on vous dit d'aller à l'école. Vous vous rendez compte qu'à non, ce n'est pas votre langue. Il y a la colonisation derrière, etc. Il y a la bataille. Peut-être pour nous, c'est la bataille de pouvoir créer ou d'écrire une langue française qui ne soit pas une photocopie ou de la langue classique de la coupole de l'Académie française. Myriam, quand vous rêvez en quelle langue? Alama Bankou nous disait tout à l'heure... Moi, j'ai jamais rêvé en persan. Vous n'avez jamais rêvé en persan? Non, j'ai pas de souvenir, en tout cas, de rêve en persan. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a vu la littérature à travers aussi la langue française. Il y a je pense, des passages même en persan, souvent à l'intérieur. C'est ça qui est intéressant. Voilà, il y a des poèmes en persan. Les poèmes de Khayyam, oui. Voilà. On sent cette bataille qui se retrouve dans ce livre magnifique. Mais il y a toujours une trace, en fait, du persan qui est toujours là, en arrière-fond presque. Et à travers un poète qui n'est pas n'importe qui, Omar Al-Khayyam, c'est vrai que c'est... l'amour, la joie de vivre, enfin c'est une poésie... Même aussi la liberté sexuelle, donc il faut... Pourquoi oui, bien sûr, la liberté sexuelle. Cela dit, vous draguez grâce à des poèmes. Alors moi, j'ai joué à l'oriental, c'est cet oriental qu'on voyait en moi et qu'on attendait quelque part. Oui, vous en jouez. J'en ai beaucoup joué, oui, mais je dis même qu'à un moment donné, je me suis vautrée là-dedans, quoi. Jusqu'au dégoût presque, c'est-à-dire que j'avais l'impression de vendre comme ça mon poète et puis et ça marche pas parce qu'on est en train de se fourvoyer. Vous draguez aussi en poète? Je ne sais même pas, mais je pense que l'attitude qu'elle a eue est normale. Une fois quand on attend de vous que vous vendiez l'intégralité des clichés qu'on s'est fait de l'Orient pour avoir la paix, j'ai dit, puisque vous voulez que je vous sorte la soupe, tenez. Voilà, je vous donne les clichés que vous attendez. Quand il donne les clichés, elle n'est pas elle-même, elle sait qu'elle est au-delà de ces clichés.
Je veux dire que pour draguer, je n'avais pas forcément besoin d'avoir lu Lamartine ou bien de me mettre dans une humeur acariâtre d'Alfred de Musset qui écrit Les Nuits de mai. Ce qui est intéressant aussi dans vos deux parcours, c'est que les deux, vous êtes arrivés à l'enseignement. Et vous enseignez donc... Alors moi, j'enseigne le français langue étrangère, donc c'est intéressant parce que vous enseignez à des gens comme qui vous, sont en fait, étrangers, voilà. dont c'est pas la langue maternelle. Non, c'est pas la langue maternelle. Ouais. Ce qu'on appelle des migrants, des réfugiés. Les migrants, les puis mots aussi changent, les juste étudiants des étrangers qui viennent faire en un France, master. Alors moi, là, précisément, je travaille pour la Croix-Rouge et c'est les mineurs isolés étrangers, donc c'est encore un cas très particulier. Ce sont des enfants de moins de 18 ans qui arrivent seuls en France. Et à qui il faut apprendre le français parce que là, pour le coup, c'est un besoin vital. Bah oui, c'est des adolescents. Ils ont vraiment besoin d'avoir cette langue-là aussi dans leur valise, comme un passeport. Hein, j'en parlais tout à l'heure, pour pouvoir aussi se faire une place dans ce pays, évidemment. Là, c'est urgent. Il y a vraiment une urgence de leur enseigner le français. Et on se rend compte que c'est aussi cela la grandeur de la langue française qui ne connaît pas les nationalités ou les origines. C'est quelqu'un qui est d'origine iranienne, dont les parents viennent de l'Iran, qui vient à la rescousse de la langue française, c'est-à-dire enseigner la langue française aux autres pendant que ceux qui crient tous les jours « nous sommes les vrais Français », ils sont en train de dormir dans leur couette ou de savourer du pastis à Marseille. Il y a quelqu'un d'origine iranienne qui enseigne aux étrangers la langue. Mais la langue, c'est le premier élément de l'intégration dans une nation. C'est sûr. Et voilà quelqu'un qui n'a rien demandé, qui fait son travail en ayant la bonne foi. C'est peut-être ça aussi le visage de la France que beaucoup ne veulent pas reconnaître parce que c'est suicidaire pour eux. Aujourd'hui, vous vous sentez apaisé ? Après les totalement. Tensions, après les contradictions, les douleurs, comme quand on parle de douleur au moment d'un enfantement. Oui, et puis j'ai envie aussi de dire, alors ça c'est ce que j'ai ressenti dans mon père, dans ce que le livre a pu lui faire. Il m'a dit, aujourd'hui je marche dans les rues et j'ai la tête haute. C'était une manière aussi de rendre hommage, de vous souvenir de choses sauver que de l'oubli. Vous avez laissées derrière vous, de votre grand-mère, je voulais sauver de l'oubli, ces beaux personnages qui m'ont nourri, qui m'ont habité, qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Je voulais vraiment rendre hommage et les sauver de l'oubli. Mais je me disais pas dans un but d'être fière ensuite, pas du tout. Et c'est vrai que quand mon père m'a dit, bah, tu vois, maintenant je marche dans les rues et j'ai la tête haute, et merci pour ça, parce que c'est lié à ton roman, j'ai été hyper émue. Vous écrivez pour sauver de l'oubli vos potes de Pointe-Noire, ceux avec qui vous vous amusez? J'ai consacré pratiquement peut-être 50%, la moitié de mes romans sur Pointe-Noire. Je pense que c'est ça aussi qui crée l'univers d'un écrivain. Le temps de toujours piocher, revenir, ressasser, retourner la même ville, c'est pour rechercher des repères. On sent que le temps, c'est d'élite et la littérature est là pour fixer le repère et dire qu'il y a des gens qui sont passés ici, ils avaient une humanité, il faut les regarder autrement que des bétails ou bien des Africains ou des Orientaux. Ouais, c'est poser des jalons, des repères, et surtout montrer qu'effectivement, comme dit Alain Mabrancourt, nous sommes passés par là, nous avons laissé une trace, mais qui servira aux autres, qui leur permettra, moi en tout cas j'espère, de marcher aussi et d'avoir la tête haute en France, voilà, et de pas avoir l'impression de devoir se cacher ou de raser les murs ou d'avoir honte de ce qu'ils sont parce qu'ils viennent juste d'ailleurs, voilà. C'est comme aussi dans la ce que chanson j'aimerais I'm faire. Black and I'm Proud. Voilà, I'm black and proud, comme on dit. Voilà, je suis persane et je suis fier. Et fière, et je n'ai ni à répondre aux clichés, ou non, ni à nourrir ces clichés-là, ni à me cacher de mon origine, mais juste à être dans cette réconciliation et dans la coexistence de ces identités multiples et plurielles. Il faut vraiment porter des lunettes noires pour ne pas voir que l'identité est plurielle, mobile. Vous la définissez aujourd'hui, demain elle a changé de définition. Parce que ce sont les êtres humains qui conçoivent l'université dans l'universalité et l'identité dans les actes de la vie quotidienne, dans les rencontres qu'ils font. Vous allez vous étonner, un Congolais va épouser une Chinoise ou un Chinois va épouser, je ne sais pas, un Américain. Ils vont avoir un enfant. Quelle est l'identité de cet enfant ? À lui de l'inventer. Bon, merci infiniment à tous les deux d'être venus dans Drôle d'endroit pour une rencontre. Mariam Majidi, je rappelle Marx et la poupée, ce roman. Qui a écrit le roman ?
C'est Oui. peut-être un roman. C'est un roman. C'est un roman. C'est Et un quant à vous, roman. Alain Morbancou, penser et écrire l'Afrique aujourd'hui, c'est au seuil. Ça n'est pas un roman. C'est en revanche une très très belle réflexion sur le continent aujourd'hui. Et puis à noter la sortie en poche de 3 de vos livres aux éditions du Seuil. Et puis on vous verra ici à la Fondation Louis Vuitton. Ce sera les 24 et 25 juin pour une carte blanche.